Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour chers amis joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101, ça fait un certain temps qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, comme à l'habitude, je vais vous présenter un jeu. Le jeu que je vous présente aujourd'hui s'intitule Chimera Station. Je vais vous présenter la version de luxe Kickstarter, j'expliquerai un peu quelle différence il y a au niveau des composantes. Chimera Station est un jeu de placement d'ouvriers designé par Mark Major. Sur la boîte, on nous indique que les parties vont durer de 60 à 90 minutes. Ça, c'est pour 2 joueurs experts. Pour des joueurs débutants, on va parler plus des parties qui tournent autour de 2 heures. C'est un jeu qui va se jouer de 2 à 4 joueurs, qui est un jeu évidemment compétitif. On est dans le placement d'ouvriers. Dans ce jeu-là, les joueurs vont contrôler une faction extraterrestre qui participe à la construction d'une station spatiale qui s'appelle évidemment Chimera, d'où le titre du jeu Chimera Station. Le jeu va durer exactement 5 tours de jeu, au bout desquels on va vérifier par le biais de points de victoire qui a le mieux contribué à la construction de cette station spatiale-là. Et celui qui va avoir le plus de points de victoire va l'emporter. Donc, tout à fait comme à l'habitude, je vais vous montrer comment on place le jeu, quelle est la mise en place initiale, comment chaque joueur place sa zone de jeu personnelle. Je vous explique comment on joue et je termine en vous disant ce que j'en pense. Donc, la première étape du placement pour placer le jeu, c'est le placement individuel. Chaque joueur va avoir un petit plateau individuel qui ressemble à ça. Moi, je vais installer une partie à 2 joueurs. On voit que chaque faction vient avec son propre plateau. On va tasser ces plateaux-là. On va installer notre joueur orange. Première chose qu'il va falloir décider, c'est si on prend les factions qui sont génériques ou si on prend les factions qui ont des pouvoirs spécialisés. Ce qu'on va dire par là, c'est que soit on peut prendre des factions qui sont exactement identiques. La seule différence, ça va être la couleur des ouvriers qu'on va avoir. Soit on peut spécialiser notre faction. Il faut juste qu'on s'arrange pour que chaque joueur prenne la même décision. Fait que soit tous les joueurs jouent avec les génériques, soit tous les joueurs jouent avec les spécialisés. Si on prend le plateau spécialisé, on va tout simplement voir que sur certaines parties du plateau, il y a une espèce de lignage qui est de la couleur du joueur. Fait qu'on voit par exemple ici, ici, il y a différents endroits où le plateau est légèrement teinté de la couleur du joueur, dans ce cas-ci orange. Fait que ça indique tout simplement que ces zones-là sont différentes pour ce peuple-là. Comparativement au plateau ordinaire, où les mêmes zones là, sont toutes en blanc, plutôt d'être colorées. Même chose pour mon plateau vert. Et chaque peuple est différent, fait qu'on voit que c'est pas les mêmes zones d'un joueur à l'autre qui vont être colorés pour spécialiser la faction. Également, si on prend la version qui est spécialisée, il y a un pouvoir ici qui va personnaliser. Je suggère de prendre les factions qui sont spécialisées, ça rend le jeu un petit peu plus intéressant. Deuxième chose qu'on va avoir à faire, c'est de prendre nos ouvriers. Une fois qu'on a choisi notre faction, on prend les ouvriers qui viennent dans la couleur et le nombre d'ouvriers qu'on va prendre est indiqué sur notre plateau. Si on joue une partie de 2 à 2 joueurs, on va prendre les 4 ouvriers qui sont de base, tels qu'indiqués ici, 2 à 3 joueurs, 2 joueurs, 2 à 4 joueurs, 2 à 4 joueurs. Si je joue à 4 joueurs, je vais en prendre juste 2, à 3 joueurs, je vais en prendre 3, et à 2 joueurs, on va prendre les 4 ouvriers qu'on va aller placer sur sa faction. Peu importe le nombre d'ouvriers qu'on prend, donc peu importe le nombre de joueurs qu'on a, on va toujours avoir 2 ouvriers qu'on va se placer dans une réserve qu'on va garder de côté. On a ici un petit jeton de point de victoire qui indique tout simplement quand notre jeton de point de victoire va dépasser la ligne de 100 ou la ligne de 200, on va rajouter ça pour savoir qu'on a fait le tour du plateau une fois complètement. Et voici justement notre jeton de point de victoire qu'on va aller placer autour du plateau. C'est avec ça qu'on compte nos points. Chaque faction en a un. On a également ici, sur le côté droit, une petite piste de technologie. Il y a un des icônes qui va nous indiquer où on part. Ici par contre, par exemple, sur mon plateau rouge, le Start est au numéro 1. Fait que j'ai un petit jeton comme ça ici que je vais aller placer sur le numéro 1 pour indiquer que je commence ma piste technologique au niveau 1. C'est pas toutes les factions qui commencent au niveau 1, il faut vérifier. Il y a également aussi sur notre piste technologique, on va nous indiquer si je commence avec quelque chose de particulier. Ici, mon peuple rouge me dit que je vais commencer avec un ouvrier qui a des pinces. On tombe dans une des particularités du jeu. Chacun des ouvriers se décompose. On peut défaire les ouvriers. Et dans ce cas-ci, je peux aller chercher une composante technologique pince que je vais
fixé à mon ouvrier et j'ai un de mes ouvriers qui va commencer légèrement différent des autres. Ça va ressembler à ceci. Chaque faction va avoir, ça va être la même chose pour mon ouvrier vert, chaque faction va avoir un ouvrier de départ qui va être légèrement différent des autres. L'autre étape de la mise en place individuelle, c'est de déterminer nos ressources de départ. Dans ce jeu-là, les ressources de départ vont être établies par une espèce de petit draft, là, de petit recrutement de cartes. On va sélectionner le nombre de cartes dont on a besoin selon le nombre de joueurs qu'on est. On voit ici, celle-là, je la prends juste si on joue à 4. Ces deux-là, je les prends juste si on joue à 3. C'est indiqué juste en bas de Starting Resources. Fait que celle-là, je les mets de côté. Dans une partie à 2 joueurs, on va prendre ces 3-là. Celui qui est le plus éloigné dans l'ordre de tour de jeu du premier joueur va choisir une de ces cartes-là, va gagner les ressources qui sont indiquées dessus. Donc, soit il va gagner des composantes génétiques, dans ce cas-ci la tentacule ou la feuille, soit il va gagner de l'argent, les sous, soit il va gagner de la nourriture, qui sont des espèces de jetons verts. Fait que je choisis tout simplement sa carte, il va la garder dans sa zone de jeu parce que chaque carte peut être utilisée pour un pouvoir qui est défini dans le bas de la carte une fois dans la partie. Il va prendre les ressources qui sont indiquées sur sa carte. Le deuxième joueur va choisir une des cartes restantes. Maintenant, le plateau en tant que tel, qu'est-ce qu'on a à placer? Ici, on va avoir les pions points de victoire dont j'ai déjà parlé, tous les joueurs vont commencer à 0. J'ai un pion pour marquer les tours de jeu. J'ai déjà précisé que ce jeu-là se joue en 5 tours de jeu. On a un marqueur pour se rappeler on est à quel tour, on va le mettre au tour 1. Ici, en plein centre, j'ai 2 bâtiments qui sont des modules de commandement. Il y a le Command Sub A, Command Sub B, slot B. Celui-là, il va s'ouvrir juste à partir du tour 3. C'est rappelé sur la case qui est ici que je dois le débloquer. Et j'ai même un jeton que je vais aller placer pour barrer cette case-là en début de partie. Que je vais l'enlever au tour 3. C'est indiqué sur le jeton. On va garder pas loin les sous à l'intérieur du jeu. On a les jetons nourriture, toutes les composantes génétiques. On se garde ça pas loin aussi, on va en avoir besoin. Et la dernière mise en place qu'il y a à faire en tant que telle, c'est que le jeu vient avec une grande pile de bâtiments qui sont des tuiles hexagonales comme ceci. Il y en a beaucoup. On va en piger 6 au hasard pour aller les placer sur les 6 cases hexagonales qui sont dans le bas, qui vont être ma réserve de bâtiments qui sont disponibles pour la construction tout au long de la partie. Donc en début de partie, il n'y a pas de mulligan possible ou quoi que ce soit. On fait tout simplement en piger 6. On va revenir sur leurs détails plus tard. On les place dans le bas. Dernier élément qu'il va avoir à placer, ce sont les cartes d'amélioration, les cartes Perks. Il y en a 2 types. Il y a des cartes orange comme ceci, il y a des cartes bleues comme ceci de Perks et on a un petit paquet de cartes comme ça. Fait qu'en début de partie, on va brasser ce paquet de cartes-là. On va révéler 3 cartes Perks qu'on va mettre visibles pour tous les joueurs et on va s'assurer que les 2 couleurs sont toujours présentes. Donc si jamais on avait pigé 3 cartes bleues en commençant, on aurait défaussé l'une des cartes puis on l'aurait remplacé jusqu'à temps qu'on aurait au moins une carte orange et au moins une carte bleue. Maintenant, une fois que chaque joueur a fait son placement, que notre plateau principal est placé, comment le jeu se joue en tant que tel, chaque round du jeu va se décomposer en 3 phases. Et je le répète, il y a 5 rounds. À la fin du 5e round, on fait un décompte final pour les points. Celui qui en a le plus l'emporte. Quelles sont les 3 phases? Premièrement, chaque joueur, à tour de rôle, va placer ses ouvriers. Fait qu'il va y avoir une phase de placement où on peut aller placer nos ouvriers sur les différents bâtiments qui sont disponibles, les différents endroits qui sont disponibles pour profiter de leurs effets. Ensuite, il va y avoir la phase de laboratoire. La phase de laboratoire, c'est si on a placé des ouvriers dans le laboratoire, le Worker Splicing Lab, on va pouvoir les modifier avec nos nouvelles composantes génétiques. Finalement, il va y avoir une phase de nourriture où on doit nourrir nos ouvriers. À la fin de la phase de nourriture, on va tout replacer sur le plateau, récupérer nos ouvriers, on avance le jeton tour au tour numéro 2 et on reprend. Donc la phase de placement en tant que telle, la première des 3 phases, comment elle fonctionne? En commençant par le premier joueur, qui est identifié avec le pion premier joueur, qui est juste ici. Chaque joueur va prendre un de ses ouvriers, celui qui le veut, puis va le placer sur l'une des zones disponibles du plateau. Les zones de base sont toutes sur le côté ici à droite, plus le bâtiment qui est ici, puis on a les zones particulières qui sont juste ici. Fait que si je les passe rapidement, les zones de base sont relativement simples. On a une première zone ici où je vais aller récolter 2 nourritures si je vais placer un ouvrier là, tel qu'indiqué sur la case. J'ai une zone pour aller récolter de l'argent 3 sous. J'ai 4 zones qui permettent d'aller récolter justement les différents matériaux génétiques, les différentes composantes génétiques. Les zones fonctionnent toutes exactement de la même façon.
Soit on paye 5 sous pour aller chercher 2 composantes. Par exemple, sur cette case-ci, 5 sous pour aller chercher 2 pinces. Soit je paye 2 sous pour aller chercher une seule pince. Soit j'envoie un ouvrier qui a des pinces pour aller récolter 2 nourritures par pince qui sont équipées sur mon ouvrier, par paire de pinces qui sont équipées. Les tentacules fonctionnent exactement de la même façon. Les cerveaux qu'on peut aller récolter ici, ça fonctionne exactement de la même façon, à l'exception près que je peux aller chercher des sous avec un ouvrier qui a des cerveaux d'équipés plutôt que de la nourriture comme ces deux-là. Et les feuilles fonctionnent exactement comme les cerveaux, donc je peux aller chercher des feuilles en dépensant des sous ou aller chercher des sous si j'ai un ouvrier qui a des feuilles qui va sur cette case-là. Fait que si on a toutes nos actions de base qu'on va utiliser beaucoup en début de jeu pour aller récolter nos ressources de base. Ici, on va avoir l'amélioration technologique de notre peuple. C'est de cette case-là qu'on va se servir. Si j'envoie un ouvrier sur cette case-là, on va me dire de détacher une composante. Donc, mon ouvrier doit avoir une composante qui lui est attachée. Pour profiter de l'action, je vais détacher la composante et la composante, je vais la garder sur mon plateau. Chaque joueur a une zone de réserve sur son plateau où il va garder les différentes composantes qu'il a. Et en échange, j'ai parlé du niveau technologique, en échange, ça va me permettre d'améliorer la technologie de mon peuple d'un niveau. Qu'est-ce que ça fait quand j'améliore la technologie de mon peuple? Je peux aller chercher différents bonus. Ici, je vais aller chercher justement les cartes Perks dont j'ai parlé tantôt, je vais revenir un petit peu plus en détail. Ici, je vais aller chercher mes ouvriers de réserve. Je vous ai dit qu'en partie, en début de partie, j'avais toujours 2 ouvriers avec lesquels je ne commence pas, peu importe le nombre de joueurs que j'ai. Ça va me permettre d'aller les chercher. Donc, dans une partie à 2 joueurs, je vais commencer à 6 ouvriers. Et dès que j'aurai atteint le niveau de technologie 4, je vais me ramasser. Je commence à 4 ouvriers, puis dès que j'atteins le niveau de technologie 4, je vais me ramasser à 6 ouvriers. Ou 5 au niveau de technologie 3. Je peux aller chercher d'autres cartes perks. Ici, je vais aller chercher des composantes génétiques de mon choix, si ce qu'on a représente ça. Et ici, je vais aller tout simplement marquer beaucoup de points de victoire, 8. Et on voit qu'il y a une espèce de flèche qui me dit que je peux continuer à augmenter mon niveau de technologie. À chaque fois que je l'augmente au-delà du niveau 8, je reste au niveau 8, mais je marque encore les 8 points de victoire. Et chaque peuple, si j'ai choisi le côté spécialisé de chaque peuple va avoir une progression qui est légèrement différente. Fait qu'on voit que ces cartes perks sont un peu plus étalées, ils ne gagnent pas ses ouvriers tout à fait au même niveau. Fait que chaque peuple va être un petit peu différent à ce niveau-là. La dernière action que j'ai sur le côté droit, donc récolter des ressources, augmenter mon niveau de technologie, ici ça va être de construire des bâtiments. Fait que si je prends cette action-là, je dois choisir l'un des 6 bâtiments qui est ici dans le bas, je choisis celui que je veux, je paie le coût en sous qui est indiqué à gauche du bâtiment, et je vais placer ce bâtiment-là où je veux, adjacent à un bâtiment qui est déjà présent sur le plateau. Donc, je ne peux pas aller le placer ici, il n'est pas adjacent nulle part, mais je pourrais aller le placer là, par exemple. Et ensuite, gratuitement, j'ai l'option de déplacer l'ouvrier qui a pris l'action de construction sur le bâtiment que je viens de construire et de prendre l'action de ce bâtiment-là aussi. Que je le fasse ou non, donc que je laisse mon ouvrier là ou qu'il se déplace pour prendre l'action gratuitement, je vais déplacer toutes les autres tuiles qui sont sur ma ligne de bâtiment disponible pour que ce soit toujours les cases qui sont le plus à gauche qui soient libres. Deuxième chose que je vais faire à chaque fois que je vais construire un bâtiment, je vais marquer le nombre de points de victoire qui est associé à ce bâtiment-là. C'est le petit chiffre que j'ai dans l'étoile qui est à droite du bâtiment. Donc si je décide de construire ce bâtiment-là, que je l'utilise ou non, je vais marquer un point de victoire. Si j'avais décidé de construire ce bâtiment-là, j'aurais payé 4 sous, j'aurais marqué 3 points de victoire, que je l'utilise ou non. Et si en plus j'avais décidé de déplacer mon ouvrier pour utiliser le bâtiment, j'aurais en plus pris l'action du bâtiment. On n'oublie pas qu'on déplace toujours tous ces jetons-là une fois que je construis un bâtiment. Dernière chose qui se passe quand on prend l'action de construction, c'est qu'on voit que chacune des cases du plateau qui est disponible a un bonus qui est indiqué dessus. Quand on construit un bâtiment, on va aller récupérer le bonus qui se cache sous l'endroit où on a construit notre bâtiment. Donc, dans mon exemple initial, j'avais dit je paye 2 sous, je prends ce bâtiment-là, je le construis là, je gagne un point de victoire et je gagne aussi une composante génétique de feuilles que je vais rajouter à ma réserve disponible pour un tour subséquent. Le bâtiment reste là, je décide de le prendre et là, si je veux, je peux payer 2 sous pour attacher une composante génétique de ma réserve à l'ouvrier qui s'est déplacé là. Fait que ça me donne une opportunité supplémentaire d'attacher plutôt que d'aller ici.
Et les bâtiments fonctionnent comme ça. On a remarqué que plus je m'éloigne des zones centrales, plus les bonus sont généreux. Ici, j'ai 2 sous, 3 sous, 6 sous que je peux gagner des composantes génétiques. Ce symbole-là indique tout simplement que je vais recharger le réacteur. J'expliquerai dans 2 secondes comment ça fonctionne. Et le symbole qui est ici me permet gratuitement d'activer l'un des bâtiments qui est adjacent. Le symbole Recall, on s'en doute, en construisant quelque chose qui est ici, ça me permet de prendre un ouvrier qui a été placé sur le plateau, de le récupérer sur ma zone à moi, me permettant de réutiliser le même ouvrier 2 fois dans un tour. Donc, on a toutes les actions de ressources, avancement technologique, construire un bâtiment. Il nous reste ici l'action de réacteur. L'action de réacteur qu'on voit en bas à gauche, c'est justement l'action qui me permet de remplir mon réacteur qui est ici, qui est la zone où tous mes bâtiments sont disponibles. Fait que d'abord, à chaque fois qu'on prend l'action de réacteur, on gagne un petit bonus. Soit 2 sous par pince qu'on a d'attaché après l'ouvrier qui y va, soit 2 nourritures qu'on a par feuilles qui sont attachées après l'ouvrier, soit 2 points de victoire par cerveau qui sont attachés après cet ouvrier-là. Ça, on marque ce bonus-là, et ensuite, on va dans la pile de réserve de bâtiments, on va piger suffisamment de bâtiments pour remplir toutes les cases qui sont vides du réacteur jusqu'à temps qu'il soit plein. Fait qu'on va être obligé de prendre cette action-là de temps en temps pour se rééquiper, pour se redonner des opportunités. Il y a également des bonus qu'on peut gagner si on a réussi à attendre longtemps avant de remplir notre réacteur. Si je prends la même action du réacteur, mais dans cette situation-là, je vais en plus gagner le bonus qui est indiqué sur chaque case, qui est présentement vide. Donc, si je réussis à prendre l'action pour remplir mon réacteur au moment où j'ai 5 cases de vide, mais je vais gagner une composante génétique de mon choix. Je vais gagner un sou, je vais gagner une nourriture, je vais gagner un point de victoire, en plus de remplir ma zone et en plus d'avoir gagné les bonus qui sont déjà associés à l'action. Fait que cette action-là peut être extrêmement puissante. Ce qui me reste de disponible comme action, je peux envoyer des ouvriers dans mon placement dans le laboratoire. On aura vu qu'il y a seulement 3 ouvriers qui peuvent y aller. J'expliquerai dans quelques instants qu'est-ce que ça fait le laboratoire. Et finalement, il y a l'espèce de zone générique. Si je suis mal pris, je peux toujours envoyer un ouvrier dans le Worker Lounge s'il n'y a aucun autre endroit qui m'intéresse. Et là, je vais faire un sou ou une nourriture à mon choix. Et c'est le seul endroit du jeu que malgré l'espace restreint, il n'y a pas de limite d'ouvriers, on peut en envoyer tant qu'on veut, on n'est jamais mal pris, on peut toujours aller au moins là. Et ça couvre toutes les actions de base qu'on peut faire. Vous aurez compris qu'au fur et à mesure que le jeu va avancer, il va y avoir de plus en plus de bâtiments qui vont être construits, et ces bâtiments-là vont tous me donner de nouvelles opportunités d'action. De façon générale, c'est très clair, chaque bâtiment, qu'est-ce qu'il me donne comme action. J'ai un bâtiment ici qui me permet d'aller chercher une composante génétique pince à chaque fois que je vais. J'ai un bâtiment ici qui me permet de faire 2 sous et ensuite de prendre une action de construction gratuitement, etc., etc. De façon générale, c'est très simple. Fait qu'on aura compris que plus on avance dans la partie, plus on a différentes opportunités. En début de partie, on va servir beaucoup de ces bâtiments-là, mais plus la partie va avancer, plus on va servir des bâtiments qui sont dans la station en tant que tel. Il me reste une action dont je n'ai pas encore parlé, un endroit en fait où on peut aller dont je n'ai pas encore parlé qui est extrêmement important, c'est les centres de commandement, les Command Hubs. Il y en a un qui est disponible pour les tours 1 et 2. À partir du tour 3, il y en a un deuxième qui est disponible. Et il y en a certains qu'on peut débloquer par les bâtiments aléatoires qu'on va trouver, qu'on peut construire pour s'en rendre des 3e, des 4e disponibles. En début de partie, il y en a juste un disponible. Comment ça marche cette action-là? Cette action-là nous fait bénéficier des bâtiments puissants qui sont utilisés par nos adversaires. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple, mon adversaire, qui est le joueur vert, avait dans notre tour de placement décidé de prendre cette action-là, donc il a gagné l'avancement technologique gratuitement. Ensuite, moi, j'ai été prendre l'action qui est ici, mon adversaire vert a été prendre l'action qui est juste ici. Et quand ça revient à moi, je décide d'aller faire l'action de commandement. Premièrement, l'action de commandement, on voit qu'il y a l'une des cases, c'est écrit Start Player. Fait que c'est le seul et unique moyen de changer le pion premier joueur, ce qui est toujours très avantageux dans un jeu de placement de pieds. Le deuxième centre de commandement, quand il va être débloqué, ne permettra pas d'aller chercher le pion premier joueur. C'est juste le premier celui-là qui permet ça. Et qu'est-ce que ça permet surtout, c'est que ça permet de marquer des points de victoire. Quand je prends une action de commandement, je vais vérifier tous les bâtiments qui sont sur le plateau, incluant les bâtiments qui sont sur la ligne de gauche, incluant le réacteur du bas, incluant tous les bâtiments qui sont déjà placés sur le plateau.
Tous les bâtiments qui sont occupés par des adversaires au moment où je prends cette action-là vont me rapporter le nombre de points de victoire qui est associé au bâtiment. Dans cet exemple-ci, en prenant l'action de commandement, je marquerai 5 points. J'ai 2 bâtiments, un qui vaut 3, un qui vaut 2, qui sont occupés par des adversaires. Si je prenais mon action de commandement dans cette situation-ci, je marquerais pas moins de 9 points. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tous les bâtiments qui sont occupés par des adversaires. Fait qu'on aura compris rapidement que, surtout dans la première moitié du jeu, c'est une excellente façon de marquer des points de victoire. Faut pas négliger. Surtout que ça nous permet aussi de récupérer le pion premier joueur. Maintenant, qu'est-ce qui reste à expliquer? C'est le laboratoire. Comment le laboratoire fonctionne? C'est la deuxième phase du jeu. Fait que premièrement, on va attendre que tous les joueurs aient placé tous leurs ouvriers qui sont disponibles à l'intérieur de leur phase de placement. Et quand tous les ouvriers, tout le monde ont été placés, on va faire la phase de laboratoire. La phase de laboratoire, la façon qu'elle fonctionne, c'est que premièrement, on va les faire dans l'ordre. Fait que le joueur A, s'il y a un ouvrier placé dessus, va jouer. Ensuite, ça va être le joueur B, puis ensuite, ça va être le joueur C. Fait que le premier à avoir été prendre un endroit, une des cases de la zone, va avoir un petit avantage. Qu'est-ce qu'il fait? C'est à ce moment-là qu'on peut modifier nos ouvriers. Au fur et à mesure que la partie va avancer, on va avoir récolté sur notre fiche de faction beaucoup de composantes génétiques. Il y en a 4 dans le jeu. Il y a des pinces, qui sont les composantes rouges. Il y a des tentacules, qui sont les composantes jaunes. Il y a les cerveaux, qui sont les composantes mauves. Et il y a finalement les feuilles, qui sont les composantes vertes. Quand on prend une action laboratoire, on peut ouvrir l'un de nos ouvriers et le modifier. On peut lui attacher jusqu'à 2 composantes maximum. Donc, si on a déjà 2 composantes en réserve, on peut les attacher au même ouvrier. Et on peut lui attacher 2 fois la même composante, 2 composantes différentes. Ou si jamais je renvoyais cet ouvrier-là, parce que je ne veux plus utiliser le cerveau pour x, y, z raison, on peut modifier les composantes qui sont attachées après un ouvrier pour en changer sa nature et sa fonction. Et quand on a terminé de modifier notre ouvrier, gratuitement, on va aller le placer quelque part sur le plateau. Ça va nous permettre aussi de prendre cette action-là en plus de la modification. Fait qu'on aura compris que quand je modifie un ouvrier, ça me permet qu'il soit plus puissant. Mais par contre, il y a beaucoup moins de zones qui sont disponibles sur le plateau parce que la phase de laboratoire prend effet après la phase de placement d'ouvrier. Mon adversaire fait la même chose en se basant sur les composantes que lui aussi a présentement en réserve. Quand ça revient à moi, je fais la même chose. Donc, on peut toujours prendre place aux ouvriers. Je rappelle qu'il y a le Worker Lounge. Fait que si je suis dans une situation où après avoir modifié mon ouvrier, je ne peux pas le placer nulle part, je peux toujours l'envoyer là pour gagner un sou ou un jeton nourriture. Dans la troisième et dernière phase de chaque tour de jeu, qu'est-ce qui se passe? On va commencer évidemment par récupérer tous nos ouvriers qu'on a à ce moment-là et ensuite on doit les nourrir. Chaque ouvrier va coûter 1 point de nourriture. Donc ici, j'ai 4 ouvriers qui reviennent dans ma zone, je dois payer 4 points de nourriture que je renvoie à la réserve. Si je n'avais pas eu assez de nourriture, j'aurais dû enlever l'une des composantes, perdre une composante de l'un de mes ouvriers. Il n'a pas assez mangé, il perd des morceaux. Si je n'avais plus de composantes et que je n'aurais pas eu assez de nourriture pour nourrir tous mes ouvriers, j'aurais perdu 2 points de victoire par ouvrier qui ne peut pas manger. Fait que dans l'ordre, on doit les nourrir. Ceux qui ne peuvent pas nourrir perdent des composantes. Et ceux qui ne peuvent pas manger. Et sinon, ils perdent des points de victoire si j'ai plus assez de composantes. Quand on a fini cette phase-là, on est prêt à avancer notre marqueur tour de jeu et à commencer un deuxième tour. Je souligne des petites particularités. Ici, on voit qu'on a le marqueur de tour de jeu. Quand j'avance du tour 1 au tour 2, il ne se passe rien de particulier. Mais quand j'avance du tour 2 au tour 3, il se passe quelque chose. Puis c'est surligné en bleu pour être sûr qu'on n'oublie pas. Premièrement, on va piger 3 nouvelles cartes Perks. Fait qu'on se rappelle ces cartes objectifs-là. À chaque fois qu'un joueur récupère l'une des cartes qui est révélée, on la remplace pour qu'il y en ait toujours 3 disponibles. Mais rendu au tour 3, on va en distribuer 3 nouvelles. Donc quand on va commencer le tour 3, on va avoir 6 cartes Perks de disponibles. Et on ne les remplace plus à ce moment-là, tant qu'on ne tombe pas en dessous de 3. Ce que je veux dire par là, c'est que en ayant distribué 6 nouvelles cartes Perks, 6 nouvelles cartes avantage, si dans le tour suivant, pendant le tour 3, on achète 3 cartes avantage, on va tout simplement être redescendu à 3, on ne les remplacera pas. Mais si un joueur achète une 4e carte, on va tomber à 2 cartes avantage de disponibles. On va en piger une 3e pour qu'il y en ait toujours un minimum de 3 de disponibles. Donc ça nous permet d'avoir un plus grand choix pendant quelques tours.
Deuxième chose qui se passe au tour numéro 3, on avance notre piste technologique tous les joueurs gratuitement. Et ensuite, on va libérer notre deuxième centre de commandement. Ça, j'en ai déjà parlé. Autre élément extrêmement important, on va doubler la valeur de points de victoire de toutes nos constructions. Donc, à partir du tour 3, si on construit un bâtiment, notre bâtiment va rapporter le double de ce qui est indiqué dans l'étoile. Donc, dans ce cas-ci, au lieu de rapporter 3, il rapporterait 6. Et au tour 5, même chose se passe. On distribue 3 nouvelles cartes avantages. Peu importe le nombre qu'on est rendu, fait que disons qu'il en reste 4 de disponibles de ce qui avait été distribué au niveau 3, on va tomber à 7. On n'oublie pas qu'on remplace les cartes avantages juste s'il y en a moins de 3 qui sont offertes. On avance encore notre piste technologique de 1 gratuitement au 5e tour. Et à partir du 5e tour, pendant un tour de jeu, les bâtiments vont valoir le triple au moment où on les construit. Donc ce bâtiment-là va me rapporter 6 points de victoire si je le construis, plutôt que 2. Une petite parenthèse extrêmement importante dans le jeu, c'est depuis tantôt je parle des différentes composantes génétiques qu'on peut aller ramasser tout au long que la partie avance. Que sont-elles? Que font-elles? Je vous explique ça maintenant. Premièrement, dans le jeu, il va y avoir 4 composantes. On a les tentacules, les pinces, les cerveaux et les feuilles qu'on peut ramasser tout au long de la partie. Et on a un rappel sur notre fiche de faction des pouvoirs que chacun va donner à mes ouvriers. Donc, que font-elles? Si je commence par les pinces, si j'ai un de mes ouvriers que j'ai équipé avec une pince, il va me permettre de tasser les ouvriers de mes adversaires. Donc, c'est indiqué juste ici, je vais pouvoir tasser les ouvriers qui ont 0 ou une composante. Donc, cet ouvrier-là va pouvoir aller tout simplement pousser un adversaire et prendre l'action. Donc, il va toujours avoir plus d'options qui lui sont offertes à lui. Si j'ai décidé de l'équiper avec 2 pinces plutôt qu'une, il va pouvoir tasser n'importe quel ouvrier, peu importe le nombre de composantes qui lui sont occupées. Donc, il peut tasser des ouvriers qui ont 0, 1 ou 2 composantes. Fait que lui, il peut aller toujours n'importe où sur le plateau. Deuxième composante qu'on peut avoir, ce sont les feuilles. Donc, si je prends mon même ouvrier, mais plutôt que d'y équiper des pinces, on lui a équipé des feuilles, qu'est-ce que ça fait? Vous en serez peut-être douté. Un ouvrier qui a une feuille ne mange pas pendant la phase de nourriture. Donc cet ouvrier-là est autonome. Je n'ai pas besoin de m'en occuper au niveau de la nourriture. Et si je lui ai équipé 2 feuilles plutôt qu'une, en plus de ne pas manger, il me produit 2 nourritures. Ce qui me permet à lui seul de s'occuper de 3 de mes ouvriers. Lui parce qu'il ne mange pas, puis 2 autres parce qu'il en produit 2. Et là, vous aurez dit, LP a fait une erreur comme d'habitude, parce que sur la fiche de faction, c'est écrit qu'à 2 feuilles, on produit 3 nourritures. Mais en fait, ça, c'est le côté spécialisé de la faction verte. Parce qu'on voit que du côté générique, le côté qui est pareil pour toutes les factions, on produit 2 feuilles. Du côté spécialisé, puis ça, c'est juste la faction verte, lui, il va produire 3 feuilles s'il y a un ouvrier, 3 nourritures, s'il y a un ouvrier à 2 feuilles. Pour les tentacules, la troisième composante qu'on peut équiper, si on a un ouvrier qui a une tentacule d'équiper, à chaque fois qu'il va aller chercher de l'argent ou de la nourriture, il va aller chercher un de plus, un jeton de plus. Même s'il va à un bâtiment qui va chercher les 2 sur le même bâtiment, il va récupérer quand même un de plus de chacun. Et en plus de ce pouvoir-là, s'il y a 2 tentacules d'équipés, à chaque fois qu'il va aller chercher des composantes génétiques, donc si j'envoie cet ouvrier-là chercher un cerveau quelque part sur le plateau, il va m'en ramener 2. Il en ramène un de plus. Et tout ça me mène justement au cerveau. Que font les cerveaux? Si j'ai un ouvrier qui est équipé avec un cerveau, à chaque fois qu'il va aller prendre une action sur un bâtiment, en plus de prendre l'action qui est indiquée dans le bas, il va marquer le nombre de points de victoire du bâtiment. Donc cet ouvrier-là, il va marquer 2 points de victoire, en plus de me récupérer une pince s'il va sur ce bâtiment-là. Et si j'ai 2 cerveaux d'équipés sur le même ouvrier, ça va rendre son action de commandement beaucoup plus puissante. Je rappelle que l'action de commandement me permet de marquer un nombre de points de victoire égal au nombre au bâtiment plutôt, à la valeur en points de victoire des bâtiments qui sont occupés par mes adversaires. Je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. Donc si mes adversaires occupent présentement ces 2 bâtiments-là, je vais marquer 4 points de victoire parce qu'ils valent chacun 2. Si je prends une action de commandement avec un ouvrier qui a 2 cerveaux, en plus de compter les bâtiments qui sont occupés par mes adversaires, je compte aussi les bâtiments qui sont occupés par mes pions, par mes ouvriers à moi. Donc, un double cerveau qui prend l'action de commandement récolte un nombre de points de victoire égaux à la valeur point de victoire de tous les bâtiments qui sont occupés au moment où il va prendre son action, ce qui en fait un ouvrier extrêmement efficace pour collecter les points de victoire. Donc, vous aurez compris que dans ce jeu-là, l'une des particularités, c'est qu'on peut personnaliser sa force d'ouvrier, ses différents travailleurs.
Fait que si vous êtes un joueur qui n'aimait pas s'occuper des phases de nourriture à l'intérieur d'un jeu, vous n'êtes pas un fan d'Agricola, vous allez tout simplement équiper des feuilles sur vos différents ouvriers pour ne pas vous occuper de ça. Si vous êtes un joueur qui n'aimait pas avoir des actions qui sont bloquées, vous aimez faire votre plan dans votre tête et de ne pas le changer, ben vous équipez des pinces à vos ouvriers, ça va vous permettre de tasser tout le monde et d'aller prendre des actions, peu importe qui les a pris précédemment. Donc c'est l'une des forces du jeu, on peut personnaliser ses ouvriers. Dernier détail avant de parler du score final, ce sont les cartes avantages. Je l'ai dit, c'est en montant la piste de technologie qu'on va pouvoir aller chercher les différentes cartes avantages. Une faction va pouvoir en avoir un maximum de 3 à la fin du jeu. Que font-elles? Ben, il y a deux types. Il y a les cartes bleues, il y a les cartes oranges. Premièrement, tous les types de cartes ont une façon de récolter des points de victoire dans le bas de la carte en fin de partie. Soit le chiffre est fixe, comme ces deux cartes-là qui me rapportent 8 points de victoire, soit le chiffre dépend d'une condition quelconque. Par exemple, cette carte-ci me dit que je vais rapporter 2 points de victoire pour chaque composante de tentacule que je vais posséder à la fin de la partie, que la composante soit équipée sur un ouvrier ou qu'elle soit dans ma réserve. Ici, ça va me rapporter 1 point de victoire pour chaque bâtiment qui est adjacent à un centre de commandement en fin de partie. Donc, ça va me donner un peu des objectifs à atteindre en cours de partie. En plus de ça, les bâtiments bleus, quand je les gagne, ça devient des endroits où je peux aller placer des ouvriers pour prendre des actions. L'action va être décrite sur la carte. Et comme toutes les autres zones, je n'ai qu'à aller dans la phase de placement, aller placer un ouvrier pour prendre le bénéfice de cette action-là. La différence avec tous les autres bâtiments du jeu, c'est que comme je possède la carte, je suis le seul qui peut s'en servir. Donc ça, c'est pour les cartes bleues. Les cartes oranges me donnent un petit pouvoir. Par exemple, ici, à chaque fois que je construis, je marque un point de victoire supplémentaire. À la fin d'un tour dans lequel mes tentacules ont marqué des points de victoire, je vais marquer des points de victoire supplémentaires. Donc, les cartes oranges ont toutes différents pouvoirs et les cartes bleues sont tous un nouveau bâtiment que je suis le seul qui pourra utiliser jusqu'à la fin de la partie. À la fin du 5e tour de jeu, la partie se termine puis on compte les points. Comment les points fonctionnent? Ben, on a une piste de score qui fait le tour du plateau, on commence par ça. On ajoute sur notre piste de score 1 point pour chaque 3 qu'on possède, 1 point pour chaque 2 jetons de nourriture qu'on possède. Chaque composante qu'on possède attachée au nom nous rapporte 2 points. Nos cartes d'avantage, les cartes perk, vont rapporter des points selon ce qui est écrit en bas. Celui qui va avoir le plus de points va l'emporter. Je précise que certaines factions, il faut vérifier, certaines factions vont modifier ces valeurs-là. Par exemple, la faction verte, si je la regarde, sur cette faction, c'est écrit, elle rapporte 2 points de victoire pour chaque 3 jetons de nourriture, plutôt que 1 point de victoire pour chaque 2 jetons. Il faut faire attention, notre faction peut changer ça un petit peu. On compte les points, puis à la fin, on dit simplement le plus haut score l'emporte. S'il y a une égalité, c'est celui qui a le plus de composantes dans sa réserve qui va l'emporter. Puis s'il y a encore une égalité, ben c'est une égalité. Il n'y a pas de deuxième bris d'égalité, il n'en a qu'un. Et voilà, c'était les règles de Chimera Station. Finalement, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Avant d'en parler, je vais tout simplement faire une petite revue de la version Kickstarter du jeu. Évidemment, vous commencez à me connaître un peu, j'ai la version Kickstarter, donc une version Deluxe. C'est indiqué d'ailleurs sur le côté de la boîte, Deluxified. Qu'est-ce que ça amenait la version Deluxe un peu? Vous l'avez vu un petit peu. Les jetons nourriture, c'est des espèces de petits jetons de bois de très bonne qualité, qui sont très solides, au lieu d'être des espèces de petits jetons de carton, des cardboard en anglais. L'argent, c'est des sous en métal qu'on entend résonner, qu'on aime toujours beaucoup dans les jeux de société. Toujours, encore une fois, au lieu d'être des petits jetons de carton. Puis il y a les marqueurs point de victoire, puis le marqueur de tour de jeu, qui est un jeton de bois, plutôt que d'être du carton. Est-ce que ça valait la peine? Non, ça coûtait beaucoup trop cher d'avoir la version de luxe comparativement à la version que vous pouvez acheter en magasin. Par contre, ça apporte un espèce d'aspect esthétique qui est intéressant, mais c'était trop cher pour ce que c'était. Par contre, la version que vous pouvez acheter en magasin, parce que la composante la plus intéressante du jeu, la plus importante, ce sont les figurines plastiques, et ce n'est pas une version de luxe. C'est exactement la même composante que vous avez, et le jeu n'est pas si cher que ça pour ce que quand vous l'achetez en magasin. Je pense qu'il tourne autour de 49-50$, les différentes boutiques où je l'ai vu.
Est-ce qu'il vaut la peine? Oui, définitivement. C'est un excellent jeu de placement d'ouvriers. Et il ressemble à beaucoup de jeux de placement d'ouvriers. La mécanique fondamentale du jeu est extrêmement simple. À tour de rôle, on prend un ouvrier, on prend l'action de la case sur laquelle on a placé nos ouvriers. En début de partie, on récolte nos ressources de base, l'argent, la nourriture, les composantes. Puis quand on commence à modifier un peu nos affaires, là, on commence à avoir un peu notre endgame, en anglais, notre plan de match pour la partie va se bâtir au fur et à mesure qu'on avance. Mais la partie modifier mes ouvriers pour faire une force d'ouvrier qui me ressemble, qui correspond à ce que je veux faire pendant cette partie-là. Je vais me concentrer sur les ressources, sur la nourriture. Je ne veux pas être pris sur le plateau. Je veux faire une stratégie de points de victoire, fait que je mets des cerveaux à tout le monde. Juste cet aspect-là modifie suffisamment le classique des placements d'ouvriers pour que je recommande ce jeu-là fortement. Il y a une couple de jeux dans ma bibliothèque qui ont déjà pris le bord suite à l'apparition de ce jeu-là dans ma librairie de jeux. Pour moi, Chimera Station est un excellent 9 sur 10, un excellent jeu de placement d'ouvriers. Il ne réinvente pas le genre, mais encore une fois, j'y reviens, la partie où je peux personnaliser mes ouvriers pour vraiment leur donner une personnalité qui me ressemble, c'est vraiment quelque chose qui m'accroche beaucoup. L'autre chose que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est la courbe d'apprentissage qui est à l'intérieur du jeu. Littéralement, votre premier tour de jeu, vous allez marquer 2-3 points de victoire. Le deuxième, vous allez en marquer 4-5. Le troisième, 30. Le quatrième, 80. Puis le cinquième, vous allez en marquer 100. Toutes les personnes avec qui j'ai joué, quand je leur ai montré le petit jeton qui indique qu'on peut se rendre jusqu'à 200 points de victoire, tout le monde m'a à peu près dit que c'est impossible, je ne me rendrai jamais à ça après un tour de jeu. Et finalement, surtout dans des parties à 2 et à 3, on s'y rend. Dans des parties à 4, ça arrive moins souvent, étant donné que tu as moins d'ouvriers quand tu commences la partie, tu en as 2 de moins par rapport à une partie de 2, donc tu vas marquer moins de points à la fin de la partie. C'est évident. Mais le fait que toutes mes actions de base sont disponibles en début de partie, puis sur le plateau en tant que tel, j'ai juste une action qui est disponible, qui est l'action de commandement. Mais dès qu'un joueur construit un bâtiment, il y a une deuxième action qui, à partir du tour suivant, doit être disponible pour tout le monde. Puis quand on commence à construire ainsi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 bâtiments, il y a beaucoup de choix d'actions qui sont disponibles. Fait que littéralement, le premier tour de jeu va durer 10-15 minutes, puis le cinquième va durer 1 heure à lui tout seul. Ce qui est un peu classique dans les placements d'ouvriers qui offrent de nouvelles opportunités de placement à chaque tour qui avance. Donc cet aspect-là est très intéressant, ça le rend facile à apprendre, même si le jeu est un petit peu long. Comme souvent, ça va être un peu son défaut, la plupart du temps dans les placements d'ouvriers, surtout nos premières parties, c'est un peu long. Il dure un bon 2 heures. Les premières fois qu'on y joue, ça prend un 3, 4, 5 parties pour qu'on réussisse à descendre ça en bas d'une heure et demie. Au début, ça, vous n'en tirez pas en bas de 2 heures. Par contre, si c'est pas quelque chose qui vous dérange, ben c'est un jeu que vous allez probablement beaucoup apprécier. Il n'est pas très cher pour la qualité du matériel qu'on a. C'est encore un très bon coup de TMG Games, Taster Minstrel Games, qui font des très bons jeux, comme Orléans, comme celui-là ici, puis Crusader que je vais recevoir sous peu. Donc, un beau 9 sur 10. Chimera Station, allez voir ça, c'est quelque chose que vous allez sûrement beaucoup apprécier. Puis je souligne aussi, mine de rien, le artwork, le visuel du jeu qui est très intéressant. Il y a quelque chose d'un peu silly, quelque chose d'un peu enfantin dans le visuel du jeu qui est très agréable, qui est original aussi, que j'ai pas vu énormément dans ce type de jeu-là, d'une certaine lourdeur. Donc je craignais que ce soit une espèce de jeu à gimmick, mais qu'il n'y aurait pas une vraie profondeur, là, que j'aurais juste à snapper des morceaux les uns après les autres. Ce serait ça le plaisir, mais finalement c'est un jeu qui a une très belle profondeur. Puis il y a énormément de bâtiments disponibles dans le jeu, on ne les utilisera pas tous dans une partie, donc il y a aussi une belle rejouabilité. Donc, Chimera Station, allez regarder ça. Si jamais vous avez des questions ou commentaires, comme à l'habitude, laissez-moi ça dans le bas de la page, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si j'ai fait une erreur, et j'en ai probablement fait, vous me le ferez remarquer et je m'y corrigerai. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine fois.